Donc, je suis Ségolène Malancro, je travaille au réseau et avec nos partenaires de Questions Santé, Ludivine qui est là, et Anaïs et Laurence de Culture et Santé, on a préparé une petite présentation visant à peut-être clarifier certaines choses par rapport à ce thème de la désinformation et des fake news. Alors, tout d'abord, hop, le réseau donc, qui organise ces midis de la littérature mobilise et produit des savoirs transdisciplinaires qui peuvent aider en fait à concevoir, à expérimenter ou à analyser des solutions concrètes dans les domaines de la santé, de la prévention, de la promotion de la santé. Et on a à ce titre plusieurs services à destination des acteurs de terrain, de l'accompagnement, du partage de connaissances, et c'est le cadre de ce midi que de partager des données probantes, un service de documentation en ligne, un catalogue de documentation en ligne, et puis des offres de formation. C'était juste pour cadrer. Et cet été, justement, si ça vous intéresse, on organise des ateliers en ligne et gratuits en matière d'évaluation de projet. Et donc, si vous souhaitez, ce sont des ateliers d'environ 2 heures et demie qui brasse plein de thématiques en lien avec l'évaluation. Donc, allez sur notre site si ça vous intéresse pour avoir plus d'informations. Et maintenant, on se lance dans le thème. Que sont pardon, les fake news, la désinformation, la mésinformation? Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Bah, on pourrait définir les fake news comme des histoires fausses, mais qui paraissent être de nouvelles informations et qui sont disséminés sur des médias très différents, sur Internet le plus souvent, mais aussi d'autres types comme les journaux. Et habituellement, ces fake news, elles visent à influencer des opinions politiques, ou parfois elles utilisent aussi la blague, la satire, mais ça reste des fake news. Et donc vous avez par exemple des fake news qui sont crédibles, comme par exemple jeûner permet de soigner le cancer, ou alors tout ce qui est Covid, antivirus, Ebola, on nous cache les bons traitements. Et puis on a des fake news qui sont des satires, qui sont pas crédibles, qui sont assumées. Et le Gorafi pour ça est le spécialiste, comme ici l'information qu'il faut manger des cigarettes plutôt que des fruits et légumes. Euh, et la fake news, c'est un vieux mécanisme, mais qui, pour l'instant, dans notre contexte, est assez inédit. Et alors, on a ce livre, je voulais à la base vous présenter plusieurs fake news dans l'histoire, ici tiré de ce livre, Fake news et théorie du complot des pharaons aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, l'histoire est peuplée de fake news qui avaient donc une intention derrière, notamment de gagner des guerres. Et donc, le contexte de guerre est aussi en fait un contexte assez adéquat pour diffuser des fake news. Et la parole d'un historien sur ces questions de fake news et de désinformation, elle est très intéressante à ce titre-là. Et donc, ça vaut la peine de se poser, de prendre en tout cas l'angle de l'histoire pour éclairer notre compréhension de ce que ce contexte actuel dit de la société et de la place des fake news au jour de 2026. Et j'ai remis là la parole d'un historien qui disait on ne dira jamais assez à quel point l'émotion et la fatigue détruisent le sens critique. Et donc, c'est vraiment les caractéristiques de certains contextes, notamment de guerre, mais aussi, et on le verra plus tard avec Ludivine, qui est le contexte actuel des réseaux sociaux et des médias et de nouvelles formes d'économie aussi que l'on rencontre. Mais donc, c'est vraiment cette idée que un contexte où l'émotion, la fatigue, l'angoisse, l'anxiété est au cœur du quotidien, en fait, ça implique, et on va le voir par la suite, ça accentue certains biais et détruisent ce sens critique nécessaire. Alors, on pourrait dire que c'est jouer sur les mots que de dire que la mésinformation, c'est différent de la désinformation, qui est différente de la malinformation, qui est différente des fake news, etc. Mais en fait, c'est important de pouvoir utiliser les bons termes pour parler de tout ça. Parce que vous allez voir que très vite, on se rend compte que le terme fake news n'est pas très approprié pour parler de ce qui pose problème dans ce contexte actuel d'informations erronées qui peuplent notre quotidien. Et alors, on a ce schéma du centre de crise nationale ici en Belgique qui finalement clarifie pas mal les choses et permet de montrer qu'il y a
des informations qui sont fausses et qui sont diffusées, mais parfois sans intention de nuire. Je vous donnerai un exemple par la suite. Et cette intention de nuire, cet objectif de vouloir nuire à quelque chose, on va parler plutôt de malinformation. Donc c'est vraiment délibérément publier des choses dans le but d'obtenir un avantage plutôt personnel ou souvent économique. Donc là, on va parler plutôt de malinformation. C'est ce qu'on va mettre derrière le terme fake news. Et puis de l'autre côté, on a des informations qui ne sont pas diffusées dans le but de nuire, mais qui sont quand même erronées, et dont le partage et la diffusion qui est inconsciente ou involontaire, en fait, nourrit ce climat un peu dangereux, en fait, pour la santé notamment. Et donc là, on va parler de false news en anglais. Et donc cette mésinformation, c'est tout un chacun qui diffuse une information pensant qu'elle est vraie alors qu'elle est fausse, par exemple. Et entre les deux, on a ce terme désinformation, qui est la diffusion délibérée d'informations fausses, incorrectes ou trompeuses, ici dans l'intention de nuire. Et donc, ce sont des informations, c'est le fait de diffuser en fait de manière délibérée des informations qui sont incorrectes, qui sont transformées, qui sont trompeuses, là où la malinformation, c'est plutôt des informations privées. Donc, ça va être des choses sur des personnes ou sur des groupes de la sphère privée. Alors, on a plusieurs types de désinformation. On a des désinformations qui sont des satires, des parodies. On a aussi des fausses connexions où en fait on clique sur un article qui parle de chat et on arrive sur un lien qui parle qui est un lien de pornographique par exemple. On a des contenus trompeurs. Je vous donnerai un exemple juste après. On a des faux contextes. Donc on donne une information vraie mais dans un contexte que l'on a changé. Puis il y a évidemment tout ce qui est contenus qui sont contrefaits, manipulés, inventés. Et avec l'IA, ces contenus manipulés et contrefaits sont de plus en plus présents. Et puis, on a des affirmations sans preuve et tout ce qui est théorie du complot. Donc, c'est toute une série de types de désinformation que l'on peut retrouver actuellement. Alors, l'intention de nuire, elle n'est pas toujours évidente à prouver, à objectiver, à défendre aussi. Et c'est pour ça qu'on va de plus en plus utiliser le terme de mésinformation et de désinformation, enfin de mésinformation principalement, pour montrer, comme je vous le rappelle, que la mésinformation, il n'y a pas d'intention de nuire à proprement parler, mais par contre, l'information est fausse et elle est diffusée. Et c'est ça le problème, c'est la diffusion de mauvaises informations. Donc ici, par exemple, un docteur en bonne santé meurt 2 semaines après avoir reçu le vaccin contre le Covid. En somme, les informations sont correctes, donc ce n'est pas une fake news, mais il n'y a pas de preuve qu'il est décédé à cause du vaccin. Et donc, il y a une transformation par des techniques de formulation qui vient accentuer ce climat anxiogène et incertain. Et c'est important de le notifier parce qu'on va voir beaucoup de chercheurs en sciences de l'information montrent que le rôle des médias, de plus en plus des médias sérieux, jouent sur ce type de pratiques pour en fait satisfaire une nouvelle économie qui est cette économie numérique. On peut parler d'économie du clic, économie du buzz. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît, pour vendre, en fait. Euh, ces fake news, ces désinformations, donc quand il y a une intention de nuire, on le disait, ça peut être de vouloir déstabiliser un gouvernement, rechercher un avantage financier, truquer des élections. Et c'est pour ça que dans l'histoire, dans nos histoires, on a pas mal de fake news qui sont liées plutôt à des contextes politiques, contextes de guerre, parce que ces informations, elles sont diffusées dans le but souvent de tirer un avantage à un niveau politique. Mais vu que c'est difficile, c'est ce que je disais, on va privilégier plutôt le terme de mésinformation pour mettre l'accent sur le caractère faux ou trompeur d'une information plutôt que sur l'intention que l'on aura toujours du mal à prouver. Alors pourquoi le contexte est-il inédit? Là, je laisse Ludivine vous expliquer ça. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup au réseau de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ludivine Teller, je travaille chez Question Santé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est une ASBL qui est active dans le domaine de la santé, donc en manière d'information, d'éducation permanente, on fait de l'animation, de la gestion de projet et de la communication.
Et donc, j'interviens aujourd'hui. Je voulais juste préciser que je ne suis absolument pas experte de la désinformation, qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la question de façon plus approfondie. Euh, et donc, nous, c'est une question qui nous intéresse chez Question Santé parce qu'on est vraiment actif en communication en santé. Et donc, on se tient à jour et on compile pas mal de sources, d'articles voilà, d'interventions d'experts. D'ailleurs, petite parenthèse au passage, je salue Yves Collard de Média Animation. Je pense que je l'ai vu passer dans la liste des participants qui est venu nous parler il y a 2 jours en réunion d'équipe justement de cette question des fake news. Euh, et donc, voilà, on discute aussi de cette question avec des acteurs de terrain actifs dans la santé, dans nos animations, mais aussi avec des publics dans nos animations d'éducation permanente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, même si on n'est pas vraiment expert de la question. Donc, pour revenir au contexte, on peut dire que, voilà, vous connaissez tous ce terme d'infobésité. Donc aujourd'hui, avec Internet, on a vraiment accès rapidement, très rapidement, à une très grande quantité d'informations qu'il est souvent difficile de traiter, qui circulent très très vite et qui va se modifier très très rapidement également. Et donc finalement, notre temps d'attention devient une ressource assez limitée et on a finalement de moins en moins de temps d'aller vérifier la qualité de l'information, ou en tout cas, on fait de moins en moins cette démarche. Euh, alors, ce qui nous intéresse, c'est questions santé, aussi dans le cadre de la communication en santé et en promotion de la santé, où on vise vraiment à faire passer des messages de santé valides et nuancés. C'est comment on va se positionner par rapport justement à, à ces désinformations, aux fake news, comment on va y réagir, comment on doit faire par rapport à ça. Et une question qui est assez difficile, c'est de sortir de finalement ce bruit ambiant de communication, de messages dans tous les sens pour réussir à faire passer des informations de santé qui doivent être nuancées, qui doivent être validées, qui doivent nécessiter des explications. Mais ça nécessite quand même d'attirer l'attention parce que si elles n'attirent pas l'attention, elles ne seront tout simplement pas lues et les gens vont passer à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Voilà, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Euh, et donc, si on s'intéresse au web, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a une caisse de résonance des fake news? Quand on regarde les médias traditionnels, que ce soit les médias écrits ou télévisuels, la sélection des informations comme pertinentes ou comme utiles, c'est vraiment sous le prisme de la recherche de la vérité. Ils ont un code de déontologie, ils font des recherches, etc. Une ligne éditoriale à suivre aussi. Alors que sur le web, finalement, les infos que les moteurs de recherche nous transmettent est aussi conditionné à ce qu'on appelle notamment le SEO. Donc, le fait d'avoir mis le contenu en forme, avoir utilisé des mots-clés dans les titres, etc., qui va faire que cette information va arriver en premier ou beaucoup plus loin dans les moteurs de recherche. Donc, c'est plus la validité de l'information qui va influencer sa sélection. Et sur les réseaux sociaux, voilà, on connaît tous les algorithmes qui vont aussi nous proposer finalement ces contenus qui nous intéressent le plus ou qui correspondent le plus à nos comportements en ligne. Alors, il va y avoir donc des erreurs de jugement par rapport aux informations et comment Internet amplifie ces erreurs de jugement, mais ça, c'est lié à un certain nombre de biais cognitifs. Et bon, je ne vais pas revenir sur les noms de tous ces biais, mais c'est lié à des comportements finalement qu'on a tous, en fait, vous et moi. Euh, Notamment le fait que voilà, c'est nous qui cherchons l'information déjà. Donc, en fait, on va sélectionner le média, on va utiliser les moteurs de recherche, mais avec certains mots-clés. Donc, ouais, il y a déjà un filtre qui se joue là. Après, on va avoir tous tendance à ignorer les informations qui vont contredire nos propres croyances. Et on va plutôt aller vers les articles qui vont confirmer nos opinions. Et souvent, on va s'arrêter à la première ou aux premières informations qu'on trouve qui correspondent à justement nos opinions. Alors, on a aussi tendance à prendre un fait particulier comme une généralité. Les algorithmes vont aussi nous montrer les articles et les pages qui correspondent à notre modèle de comportement en ligne, comme je disais, ce qui va tout ça créer une bulle d'information, comme on l'appelle, et qui va confirmer constamment nos convictions et nos idées et finalement laisser assez peu de place aux opinions alternatives.
Tout ça se renforce également par le fait que la répétition d'une information tend à nous faire croire qu'elle est vraie. Pourquoi c'est important dans le cadre des fake news? Parce que si un sujet complexe est peu traité par des sources fiables, il va laisser la place au contenu trompeur. Et donc, une personne qui va chercher à vérifier une information sur Internet, elle risque de tomber sur de nombreux sites ou vidéos ou blogs qui vont répandre cette information trompeuse et les gens vont avoir tendance à croire ces informations avec une fausse impression de maîtrise vu que la personne a fait la démarche d'aller vérifier. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, de occuper l'espace avec des informations correctes et nuancées et validées. Voilà, et finalement aussi aujourd'hui, l'IA permet aussi d'amplifier le phénomène en créant des faux contenus très très facilement. Et on peut aussi citer les bots qui vont inonder le web avec des fausses informations via des faux comptes, des faux commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça amplifie le phénomène et on comprend facilement que pour une personne qui cherche à vérifier une information, c'est difficile de s'y retrouver. Les réseaux sociaux ont certains enjeux aussi particuliers, le fait qu'ils soient alimentés finalement par tout un chacun, ce qui rend difficile de vérifier la source de l'information et les faits qui sont transmis. Euh, on a tous tendance à assez peu vérifier une information, un article qu'on va passer sur les réseaux sociaux avant de le partager. Parce que aussi les réseaux sociaux ont tendance à s'appuyer sur la confiance envers les pairs. Et donc, si on connaît quelqu'un qu'on juge digne de confiance, qui publie un article sur les réseaux sociaux, on va avoir tendance à partager cette information sans spécialement aller vérifier qui était la source initiale de l'info. Donc, on fait plus confiance à la personne qui partage l'info qu'à la source initiale de l'information. Si en plus, cette information va avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc., alors ça va aussi influencer notre perception qu'elle est de qualité. Sachant que aussi les algorithmes sont construits pour diffuser plus les contenus courts et émotionnels que les analyses. Voilà, donc tout ça fait partie du contexte de diffusion de ces fake news et de cette désinformation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on est finalement vulnérable à la mésinformation? Bah, Ludivine nous a très bien introduit plusieurs mécanismes de danger. Bah, pourquoi? Parce que en fait, la vérification de l'information, si on regarde un peu les sciences cognitives, bah, elle nous apprend que c'est une activité cognitive qui est extrêmement consommatrice d'énergie et qui est très exigeante et qui nous rend donc toutes et tous vulnérables à la mésinformation, mais c'est vrai à des degrés différents et c'est ce qu'on va voir juste après. Euh, alors, je ne l'ai pas dit, mais cette partie-ci, elle est préparée notamment, enfin, principalement avec ce consensus statement de l'Association américaine de psychologie, c'est-à-dire une compilation des données les plus fiables par rapport à cette question de la mésinformation, parce qu'en fait, il y a aussi de la mésinformation sur la mésinformation. Et donc, c'est pas non plus facile de s'y retrouver à ce titre-là. Alors, comment ça fonctionne ce système cognitif et comment expliquer les biais que Ludivine mentionnait tout à l'heure? Ben, en fait, pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est une compréhension du fonctionnement du cognitif qui est celui-ci, qui fonctionne à travers trois systèmes. Un système qu'on appelle le système heuristique, c'est celui qu'on utilise principalement. C'est une pensée très intuitive, très automatique. Donc, c'est les choses que l'on va faire de manière finalement assez facilement. C'est peu fiable, mais c'est assez rapide. Et puis, on a un deuxième, c'est un peu donc le côté, dans le dessin, là, le lièvre. Et puis, on a un deuxième système qui est le système qu'on appelle le système algorithmique, qui est, lui, un système qui est plutôt qui s'apparente à une pensée réfléchie, analytique. Et en fait, ce système, il est très énergivore en termes de, enfin, oui, de glucose, etc. Et il est assez peu rapide. Et entre les deux, on a un système qu'on appelle le système d'inhibition, qui lui a pour fonction finalement d'interrompre le système intuitif, le premier, pour permettre d'activer le deuxième, celui qui est analytique et celui qui est réfléchi. Il est un peu un système d'arbitrage, si vous voulez. Mais dans ce fonctionnement, même s'il paraît très
très facile comme ça, très simple. En fait, dans les faits, il y a des failles. Et ces failles, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, c'est des pensées qui sont automatiques et qu'on pense logiques, mais qui ne le sont pas, en fait, et qui nous permettent à nous d'analyser la réalité à travers des raisonnements qui sont assez peu rationnels, assez peu logiques, et qui vont nous faire agir d'une certaine manière sans qu'on s'en rende compte. Donc, ça, c'est la manière dont on pourrait définir ce que sont des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, ils ont une fonction, ils sont pas, on pourra jamais vivre sans biais cognitifs. On fonctionnera toujours avec des biais cognitifs parce que c'est ce qui permet c'est un peu un système de protection aussi du cerveau. Par exemple, des biais, elles peuvent permettre de réagir vite. Et donc, dans certaines situations, on n'a pas le temps d'activer notre système algorithmique. Et donc, on va uniquement utiliser le système heuristique. Et certains biais vont nous aider en fait à le faire. Ensuite, ils ont aussi une fonction quand il y a trop d'informations. C'est exactement ce que le contexte que Ludivine vient de nommer. Dans un contexte où il y a beaucoup trop d'informations, les biais sont là un petit peu pour préserver le cerveau et le système cognitif. Ensuite, il y a des biais aussi qui nous permettent de donner du sens à une situation, parce que, on verra juste après, on est un animal social en tant qu'humain, on vit dans des contextes, dans des systèmes, et il y a des biais qui nous servent en fait à donner du sens à une situation qui, sans sens, nous serait beaucoup plus impactante pour nous. Et puis, il y a toutes des catégories aussi de billets qui servent à ne pas encombrer le cerveau. Donc, encore une fois, pour se protéger, le cerveau mobilise aussi des billets pour éviter d'être encombré. Alors, si ces biais cognitifs permettent d'expliquer ou de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne dans certaines situations, quels sont les biais qui vont les plus nous concerner, parce que chacun va, peut pressentir que tel ou tel biais, il est plus sensible à cela et il va plus être confronté à ces biais-là. Mais il faut se dire aussi, pardon, que ces biais n'expliquent pas tout. Et si certaines personnes, où on voit aussi pas mal de coachs qui prétendent vouloir nous débarrasser de nos biais cognitifs, mais c'est pas possible en fait. Comme je le disais, c'est aussi une fonction du cerveau qui est une fonction de protection. Et par ailleurs, ces biais cognitifs et nos jugements, ils dépendent aussi du contexte social dans lequel on pense et on interagit. Et ça, c'est la contribution de la psychologie sociale. Elle vient nourrir cette compréhension plutôt cognitive et psychologique que je viens d'expliquer. C'est tiré d'un livre je crois qu'il s'appelle François Le Poultier, euh, où il faut bien se dire qu'il y a aussi des normes derrière nos biais cognitifs qui les expliquent et qui permettent, enfin, qui sont importants à prendre en compte pour comprendre pourquoi on va euh, croire en une information plutôt qu'une autre. Alors justement, qu'est-ce qui va influencer le fait d'être susceptible de tomber dans le panneau de la mésinformation? Ben, en fait, Ludivine en a dit plusieurs, mais donc il y a toute la source sociale de l'information. Qui diffuse l'information? Est-ce que c'est une information qui provient d'un membre, d'un groupe auquel on s'identifie ou pas? Et tout ça, ça va par exemple activer des biais de confirmation, des biais de favoritisme, des biais de conformisme. Et puis, il y a toute la question de la répétition, avec ces biais d'illusion d'une fréquence. En fait, on a l'impression que tout le monde le dit et donc ça doit être la vérité. Mais il y a aussi des caractéristiques sociodémographiques qui sont associées à une plus ou moins grande vulnérabilité à la mésinformation. Donc, on va voir que les personnes de plus haut niveau d'éducation, qui ont un raisonnement plus analytique, des compétences en mathématiques, vont plus facilement se protéger de la mésinformation. Par contre, le fait d'avoir très confiance en sa capacité à pouvoir à distinguer le vrai du faux, c'est plutôt un facteur de risque de diffuser de la mésinformation ou de se voir ses croyances modifiées par la mésinformation. Par rapport à l'âge, alors c'est un peu plus complexe d'après l'Association américaine de psychologie, mais on voit que les adultes de plus de 65 ans, ils sont plus susceptibles d'être confrontés à la mésinformation et de la partager. Mais par contre, comparativement aux jeunes, ils ont plus de capacité à pouvoir distinguer le vrai du faux. Et donc, en fait, ils vont être touchés, enfin, leurs croyances et leurs comportements vont être moins influencés par la mésinformation comparativement aux jeunes qui vont, eux, être enfin, qui vont être en fait moins confrontés à la mésinformation, qui vont moins la partager, mais qui vont avoir plus de mal à distinguer le vrai du faux.
Alors, on en reparlera, mais le fait d'avoir une faible littératie digitale, bah, ça augmente les risques de susceptibilité. Le fait d'avoir une confiance plus limitée envers des institutions publiques également, et notre niveau d'anxiété a aussi un rôle à jouer là-dedans. Et je le mets entre parenthèses parce que ça me semblait intéressant de se dire que ils reconnaissent qu'en fait, il y a très peu d'études aussi concernant le statut de minorité. Pourtant, il y a eu pas mal dans l'histoire des faits de fake news qui ciblaient spécifiquement certaines communautés, notamment par rapport au vaccin, et des communautés, des minorités qui, en fait, se sont vues être beaucoup plus vulnérables par rapport à notamment la vaccination en raison de la diffusion de fake news spécifiquement au sein de leur minorité. Alors, c'est quoi justement les impacts de la mésinformation? Alors, l'Association américaine de psychologie, elle a étudié ça, ou elle rassemble en tout cas les informations vérifiées à travers quatre éléments de nos comportements et qui en fait font écho à la théorie du comportement planifié, je vais y arriver, que j'ai remis là en haut à droite, qui est un comportement qui rassemble des éléments de croyance, d'attitude, d'intention et de comportement. Donc, les croyances, c'est vraiment, par exemple, sur l'histoire du vaccin, c'est avoir la perception qu'un vaccin a été produit de manière négligée. Donc, il y a eu par exemple cette croyance pendant le Covid, vu que ça a été rapidement développé, c'est cette croyance qu'en fait le vaccin a été développé de manière rapide et négligée. Là, on va voir que la mésinformation, elle a des effets très importants sur les croyances. Ensuite, on a tout ce qui est attitude. Donc, l'attitude, c'est vraiment plutôt de quelle manière on va évaluer positivement ou négativement un comportement. Donc, on va évaluer positivement ou pas le fait, les personnes qui vont se faire vacciner ou la vaccination parce qu'elle sauve des vies. Et donc, on va avoir une attitude plutôt positive vis-à-vis de la vaccination dans ce cas-là. Là, on va voir que la mésinformation, elle a des effets plutôt modérés sur les attitudes. Ensuite, on a l'intention. Donc, l'intention, c'est vraiment l'idée d'avoir l'intention d'aller se faire vacciner. C'est la volonté d'adopter un comportement. Là, les études montrent des effets assez limités de la mésinformation sur les intentions. Et puis, on a le comportement effectif, c'est-à-dire le fait d'aller véritablement se faire vacciner. Et là, c'est actuellement assez difficile à démontrer, mais ce n'est pas avéré à ce jour que la mésinformation parvient finalement à toucher les comportements directement. Mais par contre, elle touche énormément les croyances qui contribuent à influencer les comportements, mais qui ne sont pas, comme on le voit, le seul élément. Et donc, c'est important aussi de modérer nous-mêmes l'impact que l'on attribue à la mésinformation sur les comportements si on replace le comportement dans un ensemble d'éléments, de composantes qui doivent s'articuler pour influencer véritablement le comportement final. Alors maintenant, on arrive à la question de comment contrer la mésinformation, et puis on vous donnera la parole. Alors, l'Association américaine de psychologie, elle montre ce schéma-ci que j'ai traduit, et elle dit qu'on peut agir à un niveau individuel, et elle nomme quatre stratégies. Et alors, au niveau du système, donc on ne verra pas aujourd'hui, mais voilà, qui concerne notamment de mettre en place des mesures de transparence et de redevabilité dans l'utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux, par exemple, de avoir plus de législation pour prévenir les risques et encadrer ces plateformes numériques, de réfléchir aux technologies publicitaires qui sont utilisées et de soutenir des sources d'informations fiables. Et puis, plus au niveau géopolitique, de réduire la polarisation. Mais on ne va pas les développer aujourd'hui. Par contre, ce qu'on nomme, et c'est ce que Culture et Santé va apporter juste après, c'est qu'ils oublient le niveau collectif. Et donc, ils oublient, ou en tout cas, ils ne nomment pas le niveau collectif comme un niveau sur lequel on peut aussi agir sur ces questions de mésinformation. Et c'est ce que Culture et Santé va développer par après. Et Question Santé va nous parler ici de ces deux stratégies de debunking et de littératie. Et puis, dans les questions-réponses, si vous voulez poser des questions sur les autres stratégies, n'hésitez pas, mais je ne vais pas les développer maintenant. Oui, donc en matière de communication en santé, en tant que professionnel, voilà comment agir par rapport à cette désinformation. Bon, d'abord, deux armes d'instruction massive que sont l'éducation en médias et la littératie en santé. Voilà, d'autres en parleront mieux que moi. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est important d'encourager l'esprit critique parce que la désinformation, ben voilà, va utiliser
des raisonnements erronés, jouer sur nos émotions, privilégier des arguments un peu faciles, encourager les discours clivants, etc. Et donc, il est possible voilà, de s'entraîner finalement à déceler ces stratégies ou en tout cas déguiser son esprit critique par rapport à tout ça. Et nous, en tant que professionnels aussi, il est important d'adapter le message de santé qu'on veut faire passer aux différents publics cibles, en tenant compte de leur réalité, des lieux auxquels ils s'informent, des différents déterminants sociaux qui sont en jeu, de leur niveau de littératie en santé. Donc voilà, pour finalement rendre l'information correcte et nuancée accessible à ces différents publics. Il est important aussi de la répéter sur le moyen et sur le long terme. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, la répétition est aussi un facteur d'influence. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, en termes d'information, cette fois-ci, donc comme je disais tout à l'heure, occuper l'espace public avec des informations validées et nuancées. On a travaillé cette question avec des professionnels de terrain. Est-ce que le personnel de santé, les institutions médicales, etc., doivent être présents sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui se développe pas mal, notamment en France, sur finalement des scientifiques et des professionnels de santé qui vont investir le rôle de communicants ou d'influenceurs pour occuper ce terrain. Il y a eu un article paru notamment que la Mutualité chrétienne a écrit à ce sujet et c'est intéressant. Après, ça nécessite de prendre du temps pour le faire et aussi d'apprendre à manier les codes des différents médias et des différents réseaux. Donc, c'est pas si facile à faire, mais c'est important. Par rapport au debunking, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, debunker, réfuter une fausse information en s'appuyant sur des preuves tangibles. Ça, c'est une autre stratégie, c'est finalement mettre en avant cette fausse information en prouvant son caractère faux, en montrant qu'il y a des preuves qui le prouvent. Alors, c'est un exercice qui est associé à différentes difficultés et donc qui doit être utilisé avec prudence, parce que non seulement ça attire l'attention sur l'information erronée, euh, il faut aussi respecter les valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, etc. Et donc, la frontière entre l'opinion personnelle de la personne qui a répandu cette information et la désinformation, c'est parfois un peu mince, donc c'est à utiliser avec des pincettes quand on se met dans la position de dire, mais cette information-là, elle est fausse, je vais vous le prouver. Et il y a parfois un noyau de vérité dans les messages de désinformation, et donc c'est difficile de bien faire passer la nuance, de bien faire comprendre la nuance qui fait que l'information n'est pas tout à fait correcte. Donc voilà, faire preuve de prudence pour que le debunking finalement ne soit pas contre-productif. Et occuper l'espace public avec des infos correctes. Ce qu'on peut dire encore, c'est que parfois, finalement, l'opinion publique, donc quand une fausse information circule, l'opinion publique va parfois se corriger d'elle-même et donc il peut être préférable de laisser circuler un récit de désinformation qui va s'estomper de lui-même au lieu de l'amplifier en y répondant et en le mettant en avant comme étant faux. Donc voilà, ça c'est à voir au cas par cas. Une autre stratégie encore, c'est finalement de jouer le jeu de le jeu médiatique en recrutant des bénévoles. Donc, voilà, ça se fait afin qu'ils réagissent eux-mêmes de façon appropriée en diffusant les informations correctes, par exemple sur des posts qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc des bénévoles vont réagir, mettre des réactions, des commentaires pour orienter le débat sans donner l'impression d'une information descendante ou d'ingérence dans le débat public. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur la confiance des pairs, etc. C'est une stratégie d'action qui se fait. Voilà. Et sur cette slide, je voulais juste dire que donc c'est important d'être à l'écoute, de savoir ce qui se dit de votre organisation, de votre thématique de travail, pour pouvoir, des préoccupations de vos publics, pour pouvoir justement savoir de quoi il faut parler et ce qui les intéresse pour répondre des informations intéressantes. Voilà, je crois qu'il me restait une slide. Oui, pour dire qu'en fait, nous avons tous un rôle à jouer en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens responsables, que ce soit sur Internet, que ce soit aussi par le bouche à oreille, etc. Donc, être sur Internet conscient des pièges à clics, essayer de prendre le temps de vérifier les sources et les objectifs et la légitimité des personnes qui répondent des informations, utiliser des sites de fact-checking. Mais aussi avoir en tête que plus une information est vue, partagée, commentée, aimée, plus elle va se propager, même si elle n'est pas forcément vérifiée. Donc,
bien réfléchir avant de partager, commenter ou même mettre un petit like en dessous d'une information parce que justement les algorithmes vont la répandre et donc si on n'est pas sûr de cette information, il vaut mieux pas réagir. Voilà, ne pas oublier aussi que les informations jouent sur le registre émotionnel et donc ont tendance à susciter, comme disait Ségolène, une réaction rapide. Donc parfois prendre le temps de réfléchir avant de réagir tout de suite. Voilà. Et donc, et oui, alors les informations, finalement, les plateformes donc, fonctionnent sur des algorithmes qui sont personnalisés. Donc, en fait, il est possible d'éduquer notre fil d'actualité avec des informations qui sont intéressantes et qui sont validées. Et plus on va voir ce genre d'informations, plus les algorithmes vont nous montrer des informations de ce type. Voilà. C'était quelques points d'attention que je voulais partager ici. Je donne la parole à Culture. Ok, ben, bonjour à tous et à toutes. Et voilà, donc nous sommes donc deux chargés de projet en promotion de la santé, Anaïs et moi-même. Et on va, au-delà des fake news, vous présenter toute une démarche et un outil qui va un peu au-delà de la thématique. Et on s'est intéressé justement aux pratiques des publics et aux pratiques informelles, à leur contexte social dans lequel ils développent leurs ressources, leurs compétences. Voilà. Et donc, à l'origine de cet outil, bah, c'est une démarche qui s'est jouée à différents niveaux. Donc, on avait aussi l'envie de retourner sur le terrain. Donc, peut-être, si vous ne le savez pas, nous sommes à Bruxelles, organe support en littératie et santé. Et donc, on avait voilà, envie de retourner vers une démarche qui actionnait plutôt une recherche-action. On a fait différents entretiens avec des professionnels de différents secteurs du social, santé. On a été aussi soutenu justement par UCL Réseau pour dans l'analyse de la littérature et pour mener notre question de recherche. Et puis, avec tous ces éléments-là, et parallèlement à cette analyse de la littérature, on a pu mettre en place une démarche collective avec des publics, un groupe d'usagers et d'usagères qui fréquentent une ASBL qui s'appelle l'AIGS et qui est située à Herstal. On a complémenté ça avec une enquête en ligne. Donc, on s'est dit que c'était aussi important de voir comment en ligne, justement, sur les réseaux sociaux, les forums dont on vient de parler aussi, comment est-ce que c'est régi, comment ça fonctionne au sein aussi des associations de patients. Et donc, on s'est aussi intéressé à ces groupes. Voilà. Et donc, juste pour vous dire que c'est une démarche qui a pris quand même tout un certain temps. Donc, on a commencé en 2020, on vient de la terminer et on a donc notre outil, l'info, ça se partage, qui vient de sortir. Voilà. Et alors, pour vous présenter un petit peu cet outil qui finalement va servir avec ce niveau collectif de pouvoir s'interroger, comprendre, mieux comprendre les pratiques d'information des publics, on va retrouver dedans un guide d'accompagnement, donc qui va être un peu l'ensemble de tout ce qui a été récolté dans cette recherche-action, la partie, on va dire, plus théorique, même si c'est un grand mot, c'est assez léger le contenu, où on retrouve une petite explication à chaque fois, des exemples et beaucoup, beaucoup de citations qui proviennent de l'ensemble de cette démarche. Et puis surtout, pour mettre en pratique un guide d'animation, et un guide d'animation dans lequel, à travers des pistes d'animation, on va s'intéresser à certains facteurs, comme par exemple la question des rôles. Quel rôle je prends par rapport à l'information? Est-ce que je reçois juste de l'information? Est-ce que j'en donne? Qu'est-ce que je fais avec les informations que je n'ai pas demandées et que je reçois quand même? De la même manière, on va aussi s'intéresser à la question de la confiance. Ludivine en parlait, de la confiance qu'on fait à une personne est plus importante que la source d'origine de l'info. Bon, on a constaté un petit peu la même chose avec effectivement la personne à qui on fait plus confiance à la personne qu'à l'info elle-même. Et donc, c'est des pistes d'animation qui vont permettre d'interroger, discuter autour de ça, mais encore de la motivation. Qu'est-ce qui va faire que on s'informe ou on informe d'autres? Qu'est-ce qui va faire qu'on transmet des infos à d'autres? À qui? Pourquoi? Et encore plein d'autres sujets qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui ont été relevés durant ce moment-là. Moi, je vous disais, on peut passer, on peut rester sur la dia qui est ici, celle d'avant. Oui, top. Et donc, je vous disais, ces pistes d'animation, ça va être à partir de beaucoup, beaucoup de témoignages. Et les deux pistes, c'est soit faire une cartographie, donc
les personnes repartent avec une cartographie sur un sujet donné, de voir un peu comment eux s'informent, ou une autre piste qui est plutôt à base de supports écrits et qui permet de mettre en avant des témoignages, des éléments théoriques. Donc, on vient tout juste de le recevoir ce midi, ce matin, là maintenant. Et ce kit, il est disponible, comme la plupart de nos outils, toujours en téléchargement sur notre site, mais également en prêt dans notre centre de documentation, mais aussi, il va être disponible dans tous les CLPS euh, de Wallonie et disponible aussi à la demande pour l'envoyer, puisqu'on a un nombre d'exemplaires qui sont prévus pour être envoyés et utilisés. Et peut-être un petit mot, puisqu'on en a parlé, vous en avez parlé, Ségolène et Ludivine, quand on a fait cet outil, la question de l'IA était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui, même si on a fait quand même un petit encart là-dessus. Et un des citoyens qu'on avait été interviewé nous disait, bientôt, on accordera plus de confiance à une intelligence artificielle qu'à un humain. C'est vrai que ça bouleverse complètement les pratiques d'information, l'IA. Notamment, c'est finalement un nouvel interlocuteur à qui on s'adresse aussi, parfois qui remplace des proches ou des pairs. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont mis en avant dans l'outil et qui permettent des discussions avec vos publics. Voilà. Et concernant l'IA, si ça vous intéresse, le précédent midi était consacré à ces questions d'intelligence artificielle. Et donc, il est sur la chaîne YouTube du réseau, si vous voulez aller découvrir ce qui a été discuté ce midi-là. On arrive tout doucement à la conclusion. Et quelques points à retenir qu'on a mis en évidence ensemble. Donc, éviter de répéter une information fausse sans inclure la correction, premier élément. Éviter d'utiliser le terme fake news, sauf si c'est pour vraiment désigner des faits qui ne sont jamais survenus, et plutôt privilégier des termes comme la mésinformation ou la désinformation, selon si on veut mettre l'accent sur l'intention ou pas de nuire. Accompagner les personnes à s'interroger sur les biais cognitifs qui peuvent les tromper, mais pas chercher à s'en débarrasser. S'intéresser, questionner les pratiques d'information des publics et valoriser les compétences et leurs ressources. Et puis, parfois, il faut pouvoir aussi s'autoriser à suspendre son jugement. C'est pas toujours nécessaire d'avoir une opinion sur tout, de pas chercher à être expert de tout, et plutôt d'encourager à déléguer la confiance. Et à ce titre-là, on trouvait important de notifier que la lutte contre la mésinformation, elle passe aussi par la restauration d'une confiance dans des sources fiables qui font d'une certaine manière autorité, et ce qui exige transparence et intégrité des autorités en question, et qui dépasse les leviers d'action des professionnels. Et puis finalement, vous dire qu'il existe un observatoire européen interdisciplinaire de la mésinformation et de la désinformation qui est EDMO et qui a plusieurs hubs. Un hub dans lequel la Belgique et Lucé Louvain notamment est impliqué, qui est ici, mais le site est en anglais. Et alors, il y a un hub français de France qui, lui, est francophone, de facto, ça s'appelle, et sur lequel il y a des formations, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais il faut reconnaître que c'est très peu au sujet des questions de santé. Donc, c'est beaucoup au niveau politique et beaucoup moins au niveau de la santé. Voilà, merci à toutes et à tous et place à vos questions.